On retourne au fourneau, une fois encore, pour cuisiner du Ghostbusters, cette fois-ci dans l'ère glaciaire. Ouais, fallait bien changer un petit peu. Salut à tous, c'est Vince sur Plotime et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film de science-fiction américain, enfin plutôt de science-fiction paranormale, réalisé par Jill Kennan, un petit réal de film d'horreur sans plus. Je vous parle bien sûr du nouveau film SOS Fantôme, La menace de glace. Fusion planétaire. Et comme vous avez pu le remarquer, Jason Reitman, donc le propre fils d'Ivan Reitman, n'est plus de la partie dans ce projet. Bien qu'il faut prendre en compte que les deux réals sont en fait très proches, ce qui explique probablement pourquoi ce nouveau film n'est pas si différent du précédent, pour le meilleur et pour le pire. Il s'agit du 5e film de la franchise SOS Fantôme, qui fait bien sûr suite au précédent. Je vous parle bien sûr de l'héritage de 2021, et d'ailleurs je vous invite à voir ma vidéo consacrée à ce film, comme ça vous aurez mon avis sur les premiers films SOS Fantôme de façon très globale. Bref, La menace de glace est le premier film Ghostbusters sorti après le décès du co-créateur de la franchise, Ivan Reitman. Et forcément, ce long métrage est dédié à sa mémoire et célèbre le 40e anniversaire du premier volet. Hein, ça nous rajeunit pas tout ça. Il faut savoir que ce nouveau SOS Fantôme est sorti en réalité il y a 2 bonnes semaines aux États-Unis, ce qui m'a permis de le voir très tôt en avant-première, donc je fais cette vidéo complètement à froid, pour ne pas dire glacé. Hélas, ce nouveau film a été reçu de façon plutôt mitigée, et ça on en parle dans un instant, mais il a rapporté malgré tout plus de 110 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le 10e film le plus rentable de 2024. Avant d'aller plus loin, je rappelle à tous ceux qui ne le savent pas que j'ai créé un podcast consacré à Star Wars et la poubelle à quota. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, n'oubliez pas que le lien est disponible en description ou encore en commentaire épinglé. Ce podcast a été créé pour remercier les gens qui souhaitent me soutenir financièrement, donc je vous en remercie d'avance encore une fois. Bref, voyons si le succès de ce nouveau SOS Fantôme en valait vraiment la peine. Nous nous retrouvons à nouveau du côté de la famille Spengler, sous l'emprise d'une nouvelle menace. Ils vont à nouveau devoir s'allier avec les papis Ghostbusters pour alimenter le fanservice du film. Pour accélérer leurs recherches, ils ont mis en place un laboratoire spécial pour la chasse aux fantômes. Et pendant que l'héroïne fait son coming out lesbien nécrophile, oui parce que visiblement elle fâche sur une jeune femme fantôme qui n'a étrangement pas l'apparence d'un monstre dégueulasse comme tous les autres. Je m'étais d'ailleurs fait la même réflexion avec le fantôme d'Egon. Les protagonistes font la découverte d'un MacGuffin qui libère un démon particulièrement glacial. L'humanité est à nouveau en danger, dans un combat du feu contre la glace. Et non, je ne parle pas d'Avatar, le dernier maître de l'air. L'eau. Le feu. Bon alors déjà, lorsque j'ai vu pour la première fois le trailer ainsi que les affiches sur l'ère glaciaire, j'ai automatiquement pensé au Rôtisseur 4. L'homme qui a changé les choses 5 fois s'apprête à changer les choses encore une fois. Qui a laissé le frigo ouvert? Il n'y a pas ça, lorsque le film se lance, je constate qu'on a le droit à un démarrage quand même très mou. Voilà. Comme le précédent. C'est très long à se mettre en place, mais ce n'est pas spécialement grave. Je constate aussi qu'il y a un respect de l'univers. Tu sens que derrière la caméra, ça connaissait son sujet, sauf sur un truc qui selon moi a vraiment été trop. Certes, l'existence des fantômes relève déjà du fantastique, mais dans un cadre ayant pour but de parodier le paranormal tel que nous le connaissons dans notre monde. Mais voir des humains pratiquer des super pouvoirs pour se sortir d'une situation, c'est le même genre de questions que je me posais face aux invraisemblances de Star Wars 8. Vous savez, comme par exemple le fameux vaisseau amiral qui détruit tout sur son passage grâce à la vitesse lumière. Quand tu vois ça, tu te dis « Ah oui, c'est vrai que techniquement on peut faire ça », mais je ne savais pas que ça fonctionnait à ce point. Et c'est un peu bizarre de nous montrer ça dans ce film. C'est le ressenti que j'ai eu sur ce nouveau film, et c'est d'ailleurs ainsi que les héros auront le droit à leur résolution rapide. Et ça aussi c'est un peu décevant, parce que le film est très long à démarrer, mais également très rapide à se résoudre. C'est vrai quoi, la résolution se fait de façon très abrupte dans une espèce de vieille cave, et non en plein air de façon épique comme nous avait habitué les premiers films. Je rappelle que le marketing a mis le paquet sur la fameuse menace de glace qui, finalement, ne dure qu'une seule scène. Après, s'il y a une chose qui remonte un peu le niveau, c'est le fait que le métrage ne se laisse pas avoir par la fameuse mode du méta. Le film méta qui brise le 4e mur pour ne pas assumer ce qu'il est réellement. Or, le film a vraiment la volonté d'être ce qu'il est, une suite pure de la franchise Ghostbusters. Bon après on peut noter aussi un petit effort au niveau du développement des personnages, même si ça pourrait être
mais clairement 10 fois mieux. Et ça, c'est probablement dû au fait qu'il y a, mais beaucoup trop de protagonistes dans ce film. On n'a jamais le temps de développer qui que ce soit correctement, malgré la durée de 2 heures qui m'en a paru bien plus. On sent que le film essaye de se centrer principalement sur le coming out gay de la jeune fille, un coming out moyennement assumé d'ailleurs, afin d'éviter que le film ne se fasse interdire dans d'autres pays. Mais ça fait qu'on se retrouve avec ce résultat bizarre et ambigu. Donc moi j'ai vraiment envie de leur dire, mais soit vous ne mettez rien et basta, tant pis on passe à autre chose, ou soit vous mettez tout à fond. Mais en plus de ça, mais ces jeunes dans ce film ont l'air complètement déchirés, tout le monde en a l'air de s'en battre les balls, et principalement l'acteur Finn Wolfhard, qui pourtant joue très bien dans Stranger Things, mais là vraiment il a l'air complètement paumé. Et ça c'est vraiment dû au fait que son personnage est inintéressant, voire même inutile au possible. Des fois on lui donne quelques rôles pour lui donner un petit peu à manger, mais c'est vraiment pas intéressant, et c'est pas le seul, hein, c'est vraiment le cas de plein d'autres personnages. Et c'est pour ça j'ai vraiment envie de faire une mention spéciale à Ernie Hudson, qui est, mais alors d'une forme olympique. Il paraît même plus en forme que les jeunes de ce film, c'est dire. Et ce malgré son âge de 78 ans, ça fait vraiment plaisir à voir. Surtout à côté de Bill Murray qui lui est plus jeune mais qui a l'air paradoxalement plus fatigué intérieurement. Enfin tu sens qu'il n'a pas envie d'être là. Et c'est exactement ce que je m'étais dit dans le précédent film. Il n'y a qu'Ernie Hudson et Dan Aykroyd qui m'ont paru vraiment investis dans ce film. Ce qui crée vraiment ce contraste maladroit, un petit peu comme si 2 films cohabitaient dans un seul. Et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a un vrai travail autour de l'ambiance. Rien que l'introduction, par exemple, qui te met dans le bain, dans un bain froid, bien que je constate que ce n'est plus exactement la même ambiance des premiers films. Et c'est là que j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose. Mais au moins, cette suite est plus vivante que le précédent film, du fait que cette fois-ci, on se retrouve en ville, contrairement à son prédécesseur qui, lui, dévoiler son aventure dans une sorte de campagne paumée. Et mine de rien, ça fait quand même un peu peur pour les enfants. Après, je n'arrive pas à savoir si c'est aussi effrayant que les premiers films qui, eux, m'avaient vraiment terrifié quand j'étais petit. Et ça d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo consacrée à ça. Il y a pas mal de bonnes scènes d'action, même si hélas, je trouve qu'il y en a quand même trop peu. La menace de glace et surtout beaucoup de blabla pour créer un semblant de développement entre les nombreux personnages inutiles, accompagné d'une légèreté humoristique qui fonctionne plutôt bien, car ça ne tombe jamais dans l'abus du grotesque. Voilà. Un petit peu comme Star Wars 8. Je sais pas ce que j'ai avec Star Wars en ce moment. Autrement, sur la forme, je n'ai rien à dire niveau effets spéciaux. Voilà, c'est du travail plutôt propre, y compris sur le chara-design des créatures, notamment sur celui du démon principal, qui est présenté avec un design presque cartoon dans le sens creepy du terme, comme le faisaient d'ailleurs très bien les premiers films. Après, je sais pas, je trouve que ça fait peut-être un peu trop geek. On se croirait, vous savez, un petit peu dans une cinématique de Diablo. Et je trouve ça aussi dommage qu'il n'ait pas réussi à reproduire ce grain vieillot sur l'image. Je suis certain qu'ils auraient gagné quelque chose en plus. Dario Marianelli, lui, est à la musique, qui est un compositeur extrêmement expérimenté, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Il me semble que c'est lui qui avait fait la musique de V pour Vendetta. Ici, il essaye vraiment de s'imprégner du style original, mais une fois encore, je n'ai pas été spécialement pris par la musique de ce nouvel opus. C'était donc SOS Fantôme et la menace de glace, et pour un film familial, je trouve que ça fait largement l'affaire. Pas besoin de plus. En revanche, pour un Ghostbusters, eh bien c'est un peu plus compliqué. Je n'ai jamais réussi à ressentir l'aspect rustique des premiers films. Je sens que les gens derrière la caméra n'en ont pas totalement rien à foutre. En revanche, on sent qu'ils sont là surtout parce que la production leur a demandé. On se retrouve donc face à un divertissement solide, de meilleure facture que le précédent, mais qui décevra ironiquement beaucoup de fans, pour ne pas dire divisé. Voilà comment on pourrait résumer globalement mon avis sur ce film. Et maintenant, je vous invite à me faire part du vôtre dans les commentaires, car comme à chaque fois, j'y porterai attention. Avant de nous quitter, n'oubliez pas une fois encore que mon Patreon est disponible dans la description et en commentaire épinglé en lien, avec juste en dessous le lien de mon Linktree pour me suivre sur les réseaux. Autrement, si vous n'avez pas les moyens de me soutenir financièrement, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, pour le coup c'est gratuit et rapide à faire. Et sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.